Et Jean-Claude, tu vas nous dire en tant que chef d'entreprise finalement ce que tu retiens. Je rappelle que tu es vice-président donc dans l'équipe Gattaz, nouveau président du MEDEF, international filière et marché. Et puis tu es également présidente de Diana Aerospace, un équipementier aéronautique. Et puis bon voilà, tu as eu plusieurs entreprises, etc. Tu as été médiateur du crédit, médiateur de la sous-traitance. Voilà, je rappelle brièvement ton CV pour montrer que tu es effectivement au courant un peu de toutes ces aides et voilà de tout cet écosystème d'aide publique aux entreprises. Et tu vas nous dire un peu ce que tu penses de ce rapport, du travail qui a été fait. Écoutez, vous savez, quand je vois ce travail et que je regarde la réalité de notre pays, du système administratif, des entreprises, des soucis que nous avons, n'est-ce pas, Louis Gallois, quand vous faites votre rapport sur l'amélioration de la compétitivité de la France, moi, ce rapport, vous savez, il me rappelle une phrase du film Le Guépard, la dernière phrase du Guépard et du roman. Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tout ça ne change rien. Absolument rien de cette complexité administrative que nous, évidemment, entrepreneurs, et là je vais vous parler ce soir surtout en tant que syndicaliste, évidemment nous dénonçons tous les jours. Et les soucis et les charges, les surcharges que nos entreprises reçoivent, et je vous demande de vous reporter aux travaux du rapport Gallois, aux travaux de la Fabrique, aux travaux du MEDEF, qui tous, évidemment, remontrent du doigt où sont les sujets. Alors évidemment, je ne vais pas critiquer le rapport fait par Philippe Jurgensen et son équipe, parce que c'est un excellent rapport, mais ce que je vois dans ce rapport, au-delà même des économies qu'on lui a demandé de réaliser, 2 milliards et 1 milliard, ce que je vois, c'est que pour la première fois, rendez-vous compte, un État aussi intelligent que le nôtre a attendu 2013 pour faire en fait un inventaire des aides. C'est tout de même inouï qu'il nous a fallu attendre si longtemps pour faire... Je pense que le principal intérêt du rapport Jurgensen, c'est ça. Nous avons aujourd'hui des tableaux, des tableurs que nous, au MEDEF, on a commencé à étudier ligne à ligne pour essayer de démonter tout ça, de rationaliser tout ça. Imaginons, il y a des chefs d'entreprise parmi vous, imaginons que vos entreprises fonctionnent de cette manière-là. Vous savez tous très bien que vous ne dureriez pas très longtemps. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre à l'État et à la sphère politique, parce que je sais très bien que les hauts fonctionnaires qui dirigent notre État, enfin, qui mettent en forme ce que les politiques demandent, sont d'accord avec ce principe. Mais le problème, vraiment le problème, c'est la conscience ou la compétence et la connaissance du monde politique français qui touche à l'économie. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Alors on pourra demander à Philippe Jurgensen et toute son équipe, qui sont très brillants, de constater les dégâts, mais si on ne touche pas au fond du problème, on ne réglera rien. Alors déjà, premier point qui nous a été très négatif pour nous, c'est qu'on nous annonce tout partout 100 milliards d'aides, 110 milliards d'aides aux entreprises. Tous les journaux ont repris ça. Il y a 2 jours encore, sur France Inter, un journaliste à 2 reprises a dit ça. Mais aucun, évidemment, et tout ça, ça a été quoi? Ça a été encore une annonce politique. Rendez-vous compte, on apporte 110 milliards aux entreprises et ils osent se plaindre. Alors que quand Philippe Jurgensen vous fait sa démonstration, au bout du bout, et surtout pour l'industrie, il y a très peu de choses. Et en fait, alors que nous avons décidé avec l'équipe Gattaz de travailler au rapprochement de la sphère politique, de la sphère du citoyen et du sphère de l'entreprise, par ce genre d'annonce, le citoyen, évidemment, regarde à nouveau les entreprises comme étant des privilégiés. Et quand Gattaz dit « baissez-nous de 100 milliards les aides, 50 milliards sur les charges sociales, 50 milliards sur les impôts », eh bien, que répondent les Français, notamment beaucoup de journalistes, que tu n'as compétence terrifiante sur ce sujet-là? Que demandent-ils puisque l'État leur donne? Merci ça, pour les journalistes. Mais tu sais que tu es la seule exception. Non, il y en a d'autres. Alors, il y a vraiment un vrai sujet là-dessus, et cette annonce politique est encore négative sur le lien qu'il peut y avoir, le regard des Français sur leurs entreprises. Alors, quelle est la philosophie de base que nous, entrepreneurs, nous tenons? Nous, ce qui nous guide principalement, c'est ne nous mettez pas de charge ou peu de charge, ce qu'il faut, et gardez vos subventions.
Les entrepreneurs ne sont pas favorables aux aides, aux soutiens, aux subventions. Dites-vous-le bien, fondamentalement, nous n'y sommes pas favorables. Ce que nous voulons, une fois de plus, les 3 excellents rapports que sont sortis ces derniers temps le disent, ce que nous voulons, c'est de la marge brute. On ne peut pas continuer dans un pays avec 28% de marge brute moyenne sur nos entreprises quand la moyenne européenne est à 40% et les Allemands à 42%. Et évidemment, le système de soutien de subvention des Allemands et des autres Européens est bien moindre. Mais la différence aussi, sachez-le quand même globalement, c'est que quand on gère ces masses, le rapport Jurgensen l'évoque à peine, c'est le coût de gestion. Le coût de gestion, pour 110 milliards, dans certaines régions, il est terrible. C'est-à-dire, moi je connais des produits en région où le coût des salaires des gens qui le gèrent, c'est largement supérieur au petit argent distribué. Et nous sommes en fait probablement à un coût de gestion de ça qui est autour de 7 à 10%. C'est 10%, c'est-à-dire on est sur du 7 à 10 milliards de coûts de gestion. Quand on nous demande de réduire de 1 et 2 milliards, mais c'est de la schizophrénie absolue. On est tombé sur la tête dans ce pays. Et il est important aussi qu'on reprenne conscience de ça, qu'on informe et qu'on forme le monde politique à comprendre l'absurdité du système dans lequel on est engagé. Alors, par exemple, des exemples. Les 35 heures. Vous allez dire, Volo, il nous rabat encore les oreilles avec les 35 heures. Sauf que les 35 heures, on ne les a jamais demandées. Vous êtes tous bien d'accord. On a tous demandé à l'époque en disant oui, on est d'accord pour diminuer le temps de travail, d'une manière lente et progressive et systématique, sans indemnisation. Eh bien, qu'a fait l'État derrière? Il a mis 20 milliards d'indemnisation sur les bas salaires pour compenser les 35 heures. Les conséquences des 35 heures, vous les connaissez, vous savez. Je me souviens quand M. Mitterrand est venu, il y avait un programme commun qui disait 35 heures. M. Mitterrand n'a mis que 39 heures. Parce que je pense qu'il y a eu la sagesse à l'époque de calculer les choses, plus une 5e semaine de congés payés. Au total, tout ça, ça a représenté à l'époque Mitterrand 57 jours de travail en moins. Par contre, quand le couple Jospin-Aubry arrive et met les 35 heures, c'est 208 jours de travail de moins. Et donc on est sur des sommes et des ordres de grandeur qui sont considérables. Il faut évidemment que c'est... Alors nous, on n'a jamais demandé les 35 heures. Quand on nous impute aide aux entreprises, 20 milliards sur ces choses-là, vous voyez tout de suite que nous ne sommes évidemment pas d'accord. Aide à l'export. Alors là, l'aide à l'export, on a tout ce qu'il faut. Depuis 13 ans, n'est-ce pas, Thierry, tu l'as démontré, depuis 13 ans, nous avons de moins en moins d'entreprises exportatrices. Que fait l'État et que font les régions en même temps? C'est parce que nous ne soutenons pas assez. Et plus ils soutiennent, et moins on a d'exportateurs. Il y a tout de même aussi sur ce sujet une vraie réflexion à avoir. Le problème que nous avons, ce n'est pas, évidemment, de pouvoir... le problème n'est pas d'avoir des soutiens en plus, parce qu'on ne les demande pas. Mais le problème, c'est le flux d'entreprises exportatrices. Pourquoi nous n'avons pas plus d'entreprises qui désirent exporter? C'est là qu'il faut porter l'export. Il vient de sortir un excellent rapport, une bonne analyse de deux députés sur le sujet qui disent une chose très intéressante au départ, il faut redonner l'envie. Et ensuite, ils énumèrent 32 mesures, il n'y en a pas une seule qui redonne l'envie. Et c'est un exportateur qui vous le dit, pas une seule redonne l'envie. Vous voyez que là aussi, il faut repenser, il faut revoir la manière de prendre les sujets dans l'intérêt de notre pays. Le CICE. Parlons du CICE. Au moment où Louis Gallois dit il faut, je crois, 30 milliards, qu'il faut décharger les entreprises, à ce moment-là, c'est en très peu de temps, on nous apporte 30 milliards de charges de plus. Puis on nous dit on va vous mettre 20 milliards. Vous voyez, c'est-à-dire on met un gros défaut et on le compense par un autre défaut. Et l'autre défaut, c'est quoi? C'est qu'en fait, un système hyper compliqué pour apporter ces 20 milliards aux entreprises. Louis, je continue. Quand j'explique aux hommes politiques que les éléments qui permettent de constituer un prix, c'est au moment où on élabore le prix que ça doit se faire, et non pas dans ce que j'appelle, de manière un petit peu humoristique, une marge arrière de l'État,
Eh bien, nous avons toutes les situations. Regardez, vous avez entendu, évidemment, que lorsque l'on ne fait pas attention, lorsqu'on veut faire une action positive vers les entreprises, on ne mesure pas les effets pervers. Effets pervers rapportés par tout le monde et par plusieurs centaines d'acheteurs et de grandes entreprises. On demande aux sous-traitants, aux fournisseurs, de restituer sous forme de mise le CICE qu'on va recevoir. Tout ça est tout de même assez terrible. Même Louis, je sais très bien que vous allez faire le compte arithmétique en disant 30 moins 20, il y en a 20 qui vous reviennent, il n'y en a que 10 qu'on vous coûte. Oui, bien sûr, au plan du budget de l'État, c'est vrai. Donc je suis déjà pas d'accord sur les 30. Continuons. Un sujet que M. Jorgensen a évoqué, quand on sait les problèmes, et nous entrepreneurs, c'est ce qu'on regarde, quand on sait les problèmes que coûte, et on l'a dans nos charges, la politique de santé, et que l'on continue de soutenir les buralistes, et qu'on sait l'effet multiplicateur du soutien aux buralistes par rapport au coût de la santé consécutif au premier mal de la France en matière de santé, c'est-à-dire le tabac, on se dit aussi que là, il y a un vrai sujet de réflexion. Bon, je ne vais pas compter le catalogue parce que Louis, ça va déplaire à Louis. Qu'y a-t-il de mieux? Qu'est-ce qui s'est bien passé dans tout ce qui peut se passer? Évidemment, c'est quand on oriente sur l'investissement. Le soutien public à l'investissement, il est sûr que je vais difficilement aller contre, surtout que j'y ai participé auprès de René Ricol. Et donc, en fait, le crédit d'impôt recherche, 3,5 milliards, Philippe, c'est bien ça, hein? Bon, voilà quelque chose qui est intéressant, bien sûr. Mais vous savez, on s'en passerait bien si nos marges étaient à 42%. On n'aurait pas besoin de ce soutien, ça ne nous servirait à rien du tout. On dit les entreprises françaises n'investissent pas suffisamment en recherche et développement, on va leur apporter un soutien par l'impôt, mais en réalité, si on avait les marges brutes qui nous allaient bien, vous savez, on le ferait nous-mêmes et nous serions bien contents de le faire nous-mêmes. Bon, enfin, c'est tout de même quelque chose pour stimuler l'investissement. Il faut aussi que je sois objectif à le reconnaître. Maintenant, autre point positif, et ce n'est pas parce que Louis est là, mais les 35 milliards qui sont destinés aux investissements d'avenir et les 12 milliards qui viennent d'être ajoutés, ça, nous disons oui, parce qu'une fois de plus, on est dans l'investissement. On n'est pas dans la consommation à travers les salaires, la TVA et tout, l'exemption de TVA. On est vraiment axé sur l'investissement, avec tous les intérêts qu'il peut y avoir derrière. Moi, ce que j'aurais aimé sur le CIR, c'est qu'il soit couplé avec un effort d'exportation. Je pense que le couple des deux, vous le savez tous, presque 80% des entreprises qui bénéficient du CIR exportent. Donc le couple entre les deux, innovation-exportation, est absolument certain. Je pense vraiment que, et vous voyez, c'est un entrepreneur qui parle, c'est que si une entreprise bénéficie du CIR, elle doit aussi faire l'effort d'exporter. Voilà des couples intéressants. Lorsque j'étais commissaire à l'international des entreprises, j'ai eu le temps, en 5 mois seulement le temps de me rendre compte, par exemple, que dans la catégorie des entreprises de plus de 100 personnes qui bénéficient du CIR, il y en avait 3500 qui n'ont jamais exporté. C'est pas rien, 3500. Si on couplait les deux, je pense qu'on pourrait avoir une meilleure stimulation. Maintenant, je ne vais pas critiquer non plus toutes les lignes budgétaires qui sont liées à la recherche et développement, dans tous les ministères et partout, parce que là aussi, on est dans l'investissement et dans le futur. À une nuance près que l'entrepreneur que je suis ferait, c'est que même si ça change, c'est vrai que les investissements d'avenir y concourent, mais faire comprendre à nos chercheurs qui bénéficient de l'argent public qu'ils ont aussi un devoir de retour de l'investissement et de la confiance que les citoyens leur font. Alors, je pourrais aussi continuer à énumérer d'autres sujets, bien sûr, ce que je ne ferai pas. Mais vous savez globalement comment fonctionne notre système. Les politiques imaginent quelque chose et en fait, ils vont faire cette mesure qu'ils ont mis dans un programme et ensuite, derrière, ils vont constater des défauts et ils vont remettre un autre défaut pour compenser le défaut. Pour les qualiticiens qui sont parmi vous, on sait très bien qu'on ne doit jamais régler un défaut par un défaut, mais on annule le défaut, bien entendu. Eh bien, c'est le système que vous voyez là, qui est tellement compliqué et construit comme ça.
Et puis donc le sujet que je vous ai dit déjà, c'est que l'essentiel de ces soutiens ne sont pas basés sur l'investissement, bien qu'il y a un gros virage en ce moment, je le reconnais, c'est tant mieux. Et c'est pour ça aussi que je pense, moi, qu'il faudrait confier à Philippe Jorgensen le tome 2 de son rapport. Le tome 2 serait maintenant comment on fait muter ces sommes d'argent de prétendu et de soutien, de prétendu et de soutien, les deux, aux entreprises, comment on les fait passer, évidemment, dans un système essentiellement basé sur l'investissement. Je vais arrêter là. Je suis assez pessimiste parce que je me demande comment notre État et notre pays va pouvoir changer son mode de pensée. Le paradigme actuel est tellement fort et tellement marqué que passer dans un autre, ça me paraît très compliqué.